Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille au sein de la délégation numérique en santé. Donc, pour mettre ce panorama de la transformation numérique, la mission de l'ADNS est de définir la stratégie qui permet de développer globalement le numérique en santé, ce qui s'est traduit par une feuille de route, Ma Santé 2022, qui a été annoncée par la ministre en avril 2019. Et bien sûr, de piloter la mise en œuvre de cette feuille de route avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des acteurs privés et institutionnels. Une feuille de route articulée autour de 5 piliers sur une transformation numérique, mais qui se veut dans un cadre de valeurs éthiques, humanistes, et dans une approche d'État-plateforme, et donc de synergie entre les acteurs privés et ce que la puissance publique met comme fondation pour permettre ce développement du numérique en santé. Alors rapidement, hein, les 5 piliers, le premier était sur la gouvernance du numérique, le premier sujet, voilà, de fédérer les acteurs. Le deuxième qui va nous intéresser, c'était d'intensifier la partie sécurité et interopérabilité du numérique en santé pour permettre après le développement des services socles, le déploiement de plateformes numériques nationales sur lesquelles on reviendra peut-être, hein, avec l'ouverture en janvier et le déploiement actuellement de mon espace santé, donc ce carnet de santé entre guillemets numérique dont va pouvoir disposer tout citoyen qui le souhaite. Et bien sûr, en dernière action, un travail sur la partie innovation, entre autres autour des données du Health Data Hub, tout particulièrement. Dans les projets que l'on conduit pour arriver à mener cette transformation, on a eu des financements particuliers dans le cadre du Ségur, hein, Ségur du numérique, c'est sur un plan pluriannuel de 2 milliards d'euros, qui est focalisé justement sur l'accélération de cette feuille de route et sur la mise en œuvre d'un partage fluide et sécurisé de données de santé, donc avec des leviers financiers innovants, tant sur l'usage, concrètement côté professionnel de santé, établissement, mais aussi un financement direct des éditeurs pour accélérer cette mise en œuvre et cette conformité et l'alimentation de mon espace santé, ce fameux carnet de santé citoyen. Notre programme, c'est la SASN, la stratégie d'accélération de la santé numérique, qui vise du coup sur l'innovation, à développer la capacité d'innovation et avoir des champions français dans l'innovation en santé, qui est doté d'un budget aussi pluriannuel de plus de 500 millions d'euros, donc un gros projet de coordination. Donc voilà, en quelques mots d'introduction, l'idée de comment s'inscrit la DNS là-dedans, et quels sont avec tout l'écosystème, bien sûr, parce que c'est l'écosystème qui est à la manœuvre, et un petit peu la promesse tournée autour du citoyen avec ce carnet de santé citoyen. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je vous poserai une question après en termes de qu'est-ce que vous voyez comme étant les 3 plus importants défis sur les années à venir, parce que c'est un sacré chantier, sacré programme. Docteur Tréluyer, de votre point de vue, votre approche, votre stratégie du côté promesse. Alors juste en une minute, la PHP, c'est 39 établissements, ça fait 8 milliards de budget, pas mal de centaines de millions d'euros de déficit d'ailleurs, parce qu'on a un petit sujet actuellement, mais c'est un CHU, donc on a un volet hospitalisation, mais aussi enseignement et recherche. On est depuis une dizaine d'années engagé dans une transformation numérique. Alors c'est une transformation numérique continue, dans lequel, on informatise toute la partie administrative, donc tout ce qui est ERP classique, facturation, etc., mais aussi tout ce qui est soins. Donc on a mis en place une informatisation complète sur la partie radio, biologie, sur le dossier patient, sur l'ensemble de l'informatisation de la prise en charge des soins. Mon plus grand succès, c'est d'avoir rendu addict les médecins à l'informatique. C'est-à-dire quand on a des pannes où on arrête, ils arrêtent de travailler. Donc on a une certaine dépendance maintenant des process hospitaliers à l'informatique. Donc vraiment une grande révolution, parce que ça favorise complètement le partage et la fluidité de l'information au sein de l'hôpital. Il y a un patient qui arrive dans un de nos hôpitaux, s'il a déjà été hospitalisé précédemment, on a son dossier, on le prend en charge, on assure le suivi en hospice, en consultation, etc. Donc ça, c'est toute cette transformation-là qui est engagée depuis plusieurs années, sur laquelle on arrive maintenant plutôt au bout, qui est un élément important. Le deuxième élément, c'est effectivement le partage, hein, au-delà de la PHP, au niveau de notre région, avec la ville, avec le médico-social. Donc là, ça sera favorisé par tout ce qui est mis en place par la délégation numérique en santé, à travers, par exemple, quelque chose qui est important, c'est d'avoir un identifiant unique pour l'ensemble
français, un identifiant numérique de santé qui nous permet de savoir que quand on reçoit un résultat de biologie d'un laboratoire, ça appartient à ce patient-là et pas à un autre, et qu'on ne fasse pas des choses compliquées comme les rapprochements d'identité. Donc, premier élément, c'est on continue dans le soin. Deuxième élément pour nous important, c'est toute la partie au niveau data. Alors, on génère énormément de data. D'abord, c'est pour soigner les gens, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Et là, on a une vraie transformation depuis 2017, depuis 2017-2018. On a mis en place un entrepôt de données de santé, c'est-à-dire qu'on recopie les données et on a mis en place un data warehouse qui nous permet de développer des projets de recherche. On en a plus de 230 actuellement, un peu moins de 40 publications. Donc c'est une autre façon de faire de la recherche pour nos médecins qui, avant, constituaient des corps tout au long de leur carrière. Là, ils ont les données à disposition et ils le font de manière extrêmement active. Le troisième élément pour nous, c'est le cloud, qui est quelque chose de compliqué pour des établissements publics de santé. D'abord parce que les éditeurs ne sont pas prêts. Donc, on leur parle de cloudification, ils ne savent pas faire. Donc, il y a un vrai travail avec les éditeurs. Deuxièmement, on a la notion de souveraineté numérique et de confiance des patients dans les clouds. Donc là, on doit maintenir la confiance. Donc on est très engagé dans cette notion de souveraineté numérique. Le dernier élément donc pour nous, c'est effectivement tous les aspects cyber, sécurité. Vous en avez parlé un peu, ça fait partie des risques, on en reparlera plus tard, mais qui est un élément nouveau pour nous depuis 3 ans. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une attaque. Le nombre d'attaques est toujours une chose un peu compliquée. Oui, on a des vols de données. Moi, je suis un des records de vols de données. Et puis grâce à tout à l'heure. Mais voilà, on est souvent relativement peu attaqué directement. On est attaqué par opportunisme ou parce que la porte est ouverte. Et on a des systèmes suffisamment fragiles pour qu'il y ait beaucoup de portes ouvertes. Par exemple, moi, j'ai 1 millier d'applications chez moi et je ne peux pas manager 1 millier d'applications. Je n'ai pas la surface suffisante en termes de personnes, de mise à jour, etc. pour les manager. Donc j'ai un certain nombre de fragilités. Voilà un peu nos enjeux et nos promesses, on va dire, vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis des patients. Et le dernier élément sur les patients, c'est qu'on développe des services pour les patients. Et donc on peut s'inscrire, prendre un rendez-vous, on peut payer en ligne, on peut voir sa radio en ligne, voir ses comptes rendus d'hospitalisation en ligne. On a développé un vrai portail avec les services pour que les patients... On peut s'inscrire dans une maternité pour les femmes. On a une quinzaine de maternités. Comment on s'inscrit dans une maternité? C'est compliqué avant parce qu'il fallait par téléphone. Là, une application, on l'a appelée Poupon. Enfin, c'est pas moi qui trouvais le nom, mais ça marche comme ça. Oui, on a fait beaucoup d'imagination, on a fait 3 séances de brainstorming, on l'a appelé Poupon. Ça veut dire quelque chose derrière, il y a un truc. Aussi, ceux qui trouvent, ils me diront à la fin, il y aura un quiz. Une récompense pour les gens qui trouvent ce que ça veut dire. Mais voilà un petit peu voilà. Donc on crée beaucoup de services dans nos hôpitaux pour favoriser aussi le parcours du patient. Et notre ambition, c'est qu'un patient ne passe plus par les admissions, par exemple. Ne prenne plus son ticket, là, et avec le numéro qui arrive pour s'inscrire, donner sa carte, ses armes vitales, sa carte de mutuelle. Et ça se fait de plus en plus. C'est sur 80% de nos flux. En fait, on fait de la préadmission. Et donc, on acquiert l'ensemble des données administratives en amont. Et ça, c'est un vrai changement de culture pour nous et pour les patients. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire dans un hôpital public, et puis on discutera peut-être de la question de d'autres projets sur lesquels on a aussi participé à la crise sanitaire, on pourra en parler tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces éléments. Du fait de réagir sur ces stratégies de transformation numérique, est-ce que vous voyez-vous comme étant les principaux défis à ce genre de stratégie du point de vue de AWS France ? Alors peut-être d'abord pour revenir sur le point initial, promesse versus risque. On n'a jamais été autant en risque en fait. Le rapport, je crois, du ministère sur le sujet, le dernier rapport, c'était 733 organisations ont eu des incidents de sécurité informatique en 2021 et 582 d'entre elles ont eu des incidents. Donc 733 incidents pour 582 établissements. C'est x2.
par rapport à 2020 ou par rapport à 2021. Et on a vu des établissements à l'arrêt. On a entendu parler de Villefranche, on a entendu parler de Arles, de Angers, de Rouen, enfin des grandes villes, et puis de nombreux patients éventuellement mis en danger à cause de ça. On a vu également un grand hébergeur de santé du sud de la France, je crois, qui a également eu un incident. Je ne sais pas si c'était relatif à une attaque. On a vu, vous l'avez dit, des vols de données dans des grands établissements comme l'AP, comme la CNAM également. Et on a vu, pas en France, mais en Allemagne, on a vu une patiente également qui est décédée à cause d'un ransomware. Donc déjà les risques, oui, sont établis et je pense qu'ils sont plus présents que jamais. Et hélas, on risque de les voir de plus en plus. Maintenant, passons plutôt à la chose la plus positive, c'est les promesses. Aujourd'hui, de plus en plus de clients viennent nous voir dans le domaine de la santé, que ce soit des établissements de soins, que ce soit des éditeurs de logiciels auxquels vous avez fait allusion, mais également des industriels du monde de la santé, viennent nous voir pour 3 raisons. 3 bonnes raisons, en tout cas, telles qu'on les identifie nous. La première, c'est la sécurité. Et la sécurité, ils le voient sous 2 angles principaux. Le premier, c'est la protection, et le deuxième, c'est la confidentialité. La protection, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop de doutes dans la tête, j'espère en tout cas, des RSSI, qu'une donnée dans un cloud d'envergure mondiale tel que celui d'AWS est aujourd'hui mieux protégée que sur des infrastructures sur site, parce que c'est notre métier. Notre métier, ce n'est pas de sauver des vies. En revanche, notre métier, c'est de mettre à disposition des services et des infrastructures qui soient de première classe. La deuxième chose, je peux m'étendre sur le sujet, mais vous le savez sans doute, lorsque vous mettez une donnée chez AWS, cette donnée, elle est répliquée 2 fois sur chacune des zones de disponibilité, et il y a minimum 3 zones de disponibilité par région, comme nous avons une région par exemple en France depuis fin 2017, ce qui assure 11,9 de durabilité, soit le risque de perdre une donnée sur 10 000 tous les 10 millions d'années. Du bois, je ne sais pas si c'est le cas de cette table, ma tête, ça ne nous est pas encore arrivé. Donc ça c'est le premier point. Cette protection aujourd'hui est identifiée comme étant un point fort du cloud public AWS. L'autre point, c'est également les API. Le fait que tout soit APIfié, et merci de la franchise de votre discours, de dire je ne peux pas, je n'ai pas les moyens aujourd'hui d'assurer la sécurité sur un millier d'applications. Je vois tout à fait ce que vous dites. Et sans doute que peut-être l'ensemble de ces applications ne sont pas toutes APIfiées, ce qui permet, on le sait également, d'avoir une vision en temps réel de chaque événement qui intervient sur son système d'information, et donc de pouvoir réagir, non pas humainement, mais à travers des bots, sur quelconque type d'attaque. Le deuxième point, c'est la partie confidentialité. Alors, un des éléments importants lorsque j'ai démarré chez Amazon en 2016, à l'époque, les personnes que je connaissais dans le secteur public me disaient « Mais est-ce que vous avez des data centers sur le territoire ?» Ce n'était pas le cas. Mais dès fin 2017, nous avons ouvert donc notre région en France. Et là, on a vu effectivement que c'était important pour eux, et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui 26 régions réparties dans le monde, d'avoir les données sur le territoire voulu. C'est déjà un premier niveau de confidentialité tel que l'exige de toute façon la réglementation européenne. Le deuxième point, c'est également avoir des certifications. Il existe une certification majeure dans le domaine de la santé que chacun connaît, c'est la certification d'hébergeur de données de santé, dont nous disposons sur les 6 niveaux depuis maintenant 2019. Et tout en étant bien sûr conforme et en aidant nos clients et nos partenaires à être conformes au règlement, au RGPD. Donc ça, c'est sur la partie sécurité. Sur la partie coût, alors, on serait ravi d'aider encore davantage l'ensemble des établissements de santé et peut-être encore plus la PHP à réduire son déficit. Parce que le coût est un élément essentiel aujourd'hui chez les clients qui font le premier pas vers le cloud.
Bien évidemment, ils ont compris que la mutualisation de l'ensemble de nos infrastructures permet de générer des coûts d'entrée qui sont beaucoup plus bas qu'ailleurs. D'autant plus qu'il n'y a pas de dépenses upfront. On paye que ce que l'on consomme, comme l'électricité. Donc, c'est un élément qui est prépondérant dans la tête de nos clients et de nos partenaires et qui se justifie chaque jour. C'est suffisamment rare pour être noté. On a baissé, le saviez-vous, plus de 111 fois nos prix qu'on existe. C'est rare parmi vos fournisseurs, ceux qui ont baissé leurs prix au fur et à mesure que le temps a passé, si on jette un œil sur le sujet. Et on le fait au fur et à mesure de l'adoption croissante, bien évidemment. Et on s'attache à ce que les prix soient toujours plus bas pour permettre une accessibilité plus facile pour l'ensemble de nos clients. Et la troisième promesse, c'est l'innovation. Je lisais ce rapport de l'Institut Montaigne, filière santé, gagnons la course à l'innovation. Je pense que c'est un des points essentiels aujourd'hui dans la santé. On parlait d'interopérabilité. Je pense que c'est un des points aujourd'hui importants lorsqu'on est dans un hôpital parisien. Si on a la chance d'être à la PHP et encore pas partout, je crois que l'HEGP n'a pas forcément les mêmes outils que d'autres. Pas encore, mais c'est en cours. Mais on sait que le parcours en fait, d'un patient est parfois difficile d'un établissement de santé à un autre. Et l'interopérabilité est facilitée notamment par le cloud. C'est un élément très important. Le traitement des patients, bien sûr, l'accélération de la recherche. J'ai beaucoup d'exemples sur la matière. En la matière, on va pouvoir revenir dessus. L'intégration des informations génomiques, la prédiction. Prédiction est un élément important. On passe de l'assurance maladie à l'assurance santé. C'est un des thèmes de ce rapport. Je pense que les trois grandes promesses, donc, c'est bien évidemment, 1, la sécurité, et il n'y a pas de discussion sur le sujet possible. 2, des coûts toujours plus bas. 3, l'innovation. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments qui permettent d'ouvrir le débat. Je voudrais revenir vers vous, Monsieur Lapéry. Bon, il y a le volet cloud, mais aussi sur la stratégie que vous avez évoquée au préalable. Quels sont pour vous les piliers qui sont clés? Non seulement en termes de, on a parlé d'innovation aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte, l'interopérabilité et autres, mais aussi surtout au niveau de la résilience. C'est-à-dire comment vous inscrivez votre stratégie dans une idée de résilience sur le long terme? Ça, c'est une très bonne question sur cette partie résilience long terme. Pour revenir un peu à la stratégie État plateforme, l'idée déjà était de bien séparer la ligne de démarcation avec l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce qui est de la responsabilité puissance publique? Qu'est-ce qui doit être laissé aux acteurs privés dont c'est le métier, dont c'est la valeur ajoutée, ou les établissements, les infrastructures, voilà, quelle est la part de chacun dans ce grand plan d'urbanisation globale dont l'objectif final, c'est quand même, on l'a évoqué tout à l'heure, et de notre point de vue, 3 points qui sont primordiaux. Remettre le patient au centre du service de santé, on l'a évoqué dans les parcours, avoir accès à ces données, on pourrait y revenir un petit peu après sur le sujet de mon espace santé. La circulation fluide de données de santé entre professionnels de santé, mais au profit du patient, au profit des professionnels, de façon à décloisonner, à faciliter, simplifier, limiter la fracture sanitaire qui peut avoir lieu. Et troisièmement, ce qui est évoqué, on a des données et donc développer derrière, développer la partie innovation à partir de ce stock de données que l'on va avoir. Donc l'idée, c'était déjà, quelle est la part, quel est le rôle de chacun dans cette construction. Des choses que l'on juge, effectivement, qui doivent être restées sous la puissance publique, parce que là, on parle d'infrastructures, on ne va pas nécessairement dire régalienne, mais au moins souveraine. Et là, c'est là mon espace santé, ce qui permet aussi d'avoir ce nœud qui permet à tout le monde, après, de partager de manière fluide, d'apporter de la valeur ajoutée. C'est pas parce que mon espace santé est porté par la puissance publique qui n'accepte pas des acteurs privés. On va créer associer un magasin, un applicatif qui pourront accéder, passer un référencement, qui pourront aussi amener de la valeur ajoutée sur ces données-là. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose d'exclusif, mais bien de permettre de développer un écosystème et de faciliter cette interopérabilité, faciliter l'échange entre le nombre d'acteurs, hein, les dizaines de milliers de professionnels de santé, les centaines d'établissements de santé. Donc ça, déjà, c'est la première partie, c'est bien cette répartition clair entre le rôle de chacun des acteurs. Si après on revient sur la partie cyber qui nous intéresse peut-être le plus, sur cette partie résilience,
Une fois qu'on a bien pu démarquer, effectivement, ça permet de bien identifier le rôle de chacun. Et comment l'identifier sur la partie établissement, hein, c'est celle qui effectivement a plus fait la une de la presse de par l'impact, hein, au-delà du vol de données, effectivement, l'inquiétude sur des pertes de chance associées effectivement à des arrêts d'établissements potentiels, a été de travailler avec l'ensemble de ces acteurs-là, avec déjà comment on va retrouver toujours les différents volets qu'on trouve dans ces sujets cyber, mais qui vont être développés déjà. Être capable d'attirer des ressources et des compétences. Il y a un vrai sujet, comme dans tous les domaines, mais côté sanitaire, c'est déjà avoir les moyens budgétaires qui ont été évoqués un peu les sites, mais c'est surtout d'avoir les ressources, les compétences pour manager, gérer et être au niveau de la menace. Un sujet simple aussi, sur lequel on a porté, tant pour revenir, c'est la partie sensibilisation. Il y a eu un discours du président de la République sur l'enjeu sécurité dans la santé en 2021, qui s'est suivi d'une campagne Tous cyber-vigilants. Parce que voilà, c'était rappelé dans son discours, c'est très vite fait dans l'activité quotidienne, surtout en pleine crise sanitaire, de cliquer sur un mail sur lequel on ne devrait pas faire, de prendre une clé USB qu'on ne devrait pas, d'avoir des actes. Donc un vrai sujet de cette cybersurveillance dans un domaine qui effectivement a été quand même mis à très rude tension ces derniers mois. Et après, on pourra redévelopper, mais le sujet principal, c'était aussi de travailler, et l'écosystème l'a tout de suite pris en compte, ce que disait le Dr Tréhuillier, c'est de dire mais comment je suis capable de réagir en mode crise, c'est-à-dire l'incident, il arrivera dans un établissement, il va arriver, et donc comment on se prépare à ce mode crise, donc un travail local, mais aussi un travail qui a été fait fédéré, que l'on essaie de porter avec le CERT Santé qui a été créé en 2021, dont vous soulignez le rapport justement de 2021, dont la vocation est justement aussi d'accompagner les établissements. Il y a les remontées d'incidents, mais d'être capable d'intervenir. C'est quand même 200 interventions en 2021, donc d'aider les établissements, d'être capable d'intervenir dans ces premiers moments dont on sait qu'ils sont toujours les plus critiques après incident. Et aussi un gros accompagnement qu'on a eu dans cette résilience avec l'ANSSI auprès de l'ensemble de l'écosystème. On profite de la partie du plan de relance associé à l'ANSSI. Il y a un focus sur des établissements qui ont été désignés opérateurs de services essentiels, donc la reconnaissance, effectivement, mais aussi l'engagement pour plus de 140 établissements dans cette directive Nice d'opérateurs de services essentiels et donc dans l'atteinte de ces critères, avec derrière, effectivement, aussi de l'incitation de parcours de circulation ANSSI, de façon à aider et de porter justement cette transformation et cette sécurisation à minima déjà sur les opérateurs de services essentiels, mais sans oublier le reste des établissements. C'est-à-dire qu'on a aussi une démarche sur tous les programmes de financement, on ne va pas entrer dans le détail, mais on force chaque établissement à réaliser des audits, à suivre un plan d'action sécurité, à bien avoir un RSSI, d'avoir ces réunions qui sont suivies, qui sont réalisées, un plan d'action qui a un minimum d'avancement quand même réalisé. Et ça, tous les plans de financement obligent et inculturent tous les établissements depuis plusieurs années à avoir cette approche-là. Maintenant, il faut rester humble devant la marche qui reste à franchir, devant la réalité de la menace, devant l'ampleur des difficultés. Donc il reste encore beaucoup à faire. Et toujours, effectivement, dans cette démarche, on essaie d'apporter d'amélioration continue et qui veut dire que collectivement, sur différents plans de financement, mais c'est savoir pas nécessairement renoncer, parce qu'on ne peut pas dire qu'un point de sécurité ne peut pas être pris en compte, mais de se dire on mène collectivement l'effort. Et qu'on a parlé de cette séparation initiale, la répartition de qui fait quoi. Globalement, ça ne marche aussi que si tout le monde porte les efforts en même temps. C'est-à-dire que sur la partie sécurité, chacun investit de manière séparée. C'est un peu nos enjeux. C'est d'arriver à passer les mêmes messages et à fédérer l'ensemble des acteurs. On parlait de la dépendance aux éditeurs. Si l'établissement a besoin d'une direction, si les éditeurs prennent une autre direction ou font des investissements dans une autre direction, effectivement, ça devient très compliqué pour tout le monde. Et donc, c'est un peu ça qu'on essaye au niveau de la délégation, d'essayer de donner cette dynamique avec l'ANSSI, le HADS et bien sûr les représentants des éditeurs et établissements. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, c'est un panorama très intéressant parce que dans votre description, vous touchez à plusieurs éléments de la problématique. Il y a la problématique qui est technologique, bon, c'était évident sur cette conversation. Vous avez touché un élément qui, à mon avis, est crucial, c'est l'élément des ressources humaines, l'élément des talents. Et pas que, et ça a été dit avant, pas que les talents dont vous avez besoin pour sécuriser, mais également comment cette compréhension de la problématique cyber infuse à tous les niveaux de l'hospitalier. Donc on a là, c'est vers les talents qui ne sont pas cyber. Les problématiques de process, qui peuvent être des process opérationnels, où vous avez parlé vers la fin de votre intervention, des process aussi d'achat, d'interconnexion entre les différents fournisseurs de moyens et d'accès, et être tous au même niveau au même moment pour une politique commune.
Docteur Tréduyer, une question du coup extrêmement simple, puisque quand on a toute cette problématique et qu'on doit mettre en place des politiques publiques, et vous avez été au cœur de ces mises en œuvre, comment est-ce que vous trouvez cet équilibre, cette mayonnaise à trouver entre on veut innover, on veut être rapide, on veut limiter la friction, on fait en sorte que la santé est au mieux, en même temps on doit prendre en charge la problématique du risque, et comment certaines politiques peuvent en fait juste augmenter la surface du risque, et puis des petits événements comme ça qui tombent, comme le Covid, et qui changent tout du jour au lendemain, aussi sur ces politiques. Donc vraiment curieux de votre retour d'expérience. On est top et problème du médical. De ouais, donc c'est mieux, hein. Ouais. Je répéterai pas. Secret in design. Non, donc notre politique, c'est un vrai travail avec nos éditeurs, un vrai travail de fond sur tout ce qui est sécurisation et prévention de la sécurité, sécurité périmétrique, acquérir des outils, détecter au plus tôt, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a beaucoup développé depuis quelques années autour de cette sécurité. Alors, il ne faut pas exagérer non plus les nombres d'attaques. Encore une fois, c'est relatif, hein. Ok, il y a plus de chiffres parce qu'on les déclare plus. Donc, on a mis en place un observatoire. On est obligé de les déclarer. Avant, on n'avait pas obligation de les déclarer. Donc, il y a des événements, certes. Il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. On n'est pas sur des très grands hôpitaux attaqués. Il n'y a pas Angers, il n'en fait pas partie, hein. Ou alors mon collègue d'Angers ne me l'a pas dit, mais vous êtes sur des hôpitaux qui, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour leur système, tout simplement. Et pourquoi ils n'ont pas mis à jour leur système? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans les établissements hospitaliers. On en est là. Donc, si vous ne mettez pas à jour, si vous avez un système Citrix, vous ne mettez pas à jour votre Citrix, vous êtes resté sur une version N-3, vous n'y arrivez pas. Deuxième sujet, c'est un problème d'éditeur. Moi, le vol de données, c'est une mise à jour. Je mets à jour. Je suis dans la dernière version, un bug dans la mise à jour, et une faille qui révèle une faille majeure de sécurité sur un outil qui est normalement sécurisé, qu'on achète sécurisé. Et ça, on a tous les semaines, tous les 15 jours, quand même, des patchs de sécurité à passer en urgence, machin, etc. Surtout nos éditeurs, alors middleware, hein, voilà, tous les... C'est quand même bizarre de payer plusieurs millions d'euros tous les ans maintenant. C'est que des grands éditeurs que je ne nommerai pas sont incapables de nous donner des systèmes sécurisés. C'est très surprenant. Où on est obligé de mobiliser, parce que ça tombe le jeudi ou vendredi, donc obligé de mobiliser des équipes, et vous ne pouvez même pas leur facturer. Pour mettre à jour des systèmes comme cet été, sur les systèmes d'impression, sur les systèmes machin, on vous dit majeur, le CERT nous dit c'est hyper critique, c'est critique. Alors c'est hyper critique, c'est est-ce que je le fais bosser le week-end mes équipes ou est-ce que j'attends le lundi? C'est ça mon sujet. Donc là, et c'est quelque chose de partagé dans l'hospitalier, mais j'étais tout à l'heure au conseil d'administration du SIGREF, c'est partagé par tous les DSI. Il y a un vrai sujet avec nos amis éditeurs, mais enfin... Ou alors on ne les paye plus, ou alors ils nous remboursent à chaque fois qu'il y a des problèmes de sécurité. Enfin, je trouve ça dément, cette façon de faire où on vous fournit des produits qui ne marchent pas. Bon. Et là, on est en discussion très sérieuse avec l'éditeur qui nous a fourni cette solution. Il y avait une faille de sécurité qui est apparue, et on va lui réclamer des dommages relativement importants, parce que ça nous a coûté extrêmement cher ce vol. En termes d'image, mais aussi en termes de coûts directs et indirects. Alors, le cloud, confidentialité, vous êtes arrêté. Nous, on a un sujet d'immunité extraterritoriale. Donc, une fois que c'est réglé, que ce soit par un accord entre les gouvernements ou par d'autres solutions, on verra les clouds étrangers. Et je dis ça pour tous les clouds, que ce soit chinois, américains ou russes. Les 3 pays, vous regardez, ont pris des législations
qui a une conséquence en dehors de leur pays. Nous, la seule chose que je demande à tous les gens qui viennent me voir sur le cloud, c'est faites-moi un document juridique disant que les données de santé des patients qui sont confiés à la PHP sont insensibles à toute législation extra-européenne. Si j'ai ce document juridique, IBM me l'a fait. Hein. C'est le seul. Donc, tant que je n'ai pas ce document, et tant que je ne pourrai pas travailler avec des clouders non européens, quelle que soit la localisation. Dès que j'ai ce document-là, encore une fois, ça sera réglé soit parce qu'il y a un début d'accord, enfin en tout cas un accord de principe entre manifestement l'Europe et le gouvernement américain, très bien, mais on a le même sujet si je prends Tencent ou si je prends Alibaba, voilà, on aura le même sujet. Et il y a une législation chinoise d'ailleurs qui est assez semblable au Cloud Act, Patriot Act et à tous ces actes-là. Donc nous, on n'est pas là pour vérifier les législations des autres pays, on est là juste pour dire garantissez-nous la confidentialité et l'insensibilité des données de santé des patients qui nous sont confiés à toute loi extra-européenne. Une fois qu'on a réglé ça, on pourra avancer sur le sujet. Ça, c'est pour régler le sujet des clouds. Et encore une fois, on n'en veut pas aux éditeurs parce que on a un dialogue très fréquent avec les éditeurs et on voit aussi tous les avantages qu'on pourrait avoir. Hein, donc, on a la balance. Mais ça nous pose un vrai sujet parce que c'est un sujet politique et de confiance. On l'a vu dans les débats qu'il y a eu sur le HDH. Si vous voulez tuer un projet, on continue comme ça, quoi. Voilà, donc il faut avancer dans ce sujet-là pour qu'on soit très clair sur nos sujets. Dernier point, cyber-résilience. Donc on travaille, on a fait plusieurs exercices avec deux volets. Hein, quelle est la réponse technique à une attaque et puis quelle est la réponse en soins. Hier j'avais une réunion de travail avec un réanimateur pour dire finalement il y a deux volets dans une cyber-résilience. C'est comment les équipes techniques font pour remonter les systèmes et comment le soin peut continuer. En dehors, sans informatique, sans réseau, sans machin, sans messagerie, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé. On a eu un débrief de ce qui s'est passé à Dax, par exemple. Finalement, OK, on les a rendus, tout à l'heure, on les a rendus dépendants, nos médecins, ils sont dépendants à l'informatique, mais il faut qu'on les rende indépendants, enfin, moins addicts, et leur dire, il est possible qu'il n'y ait plus ni téléphone, parce qu'on sera sur la voie sur IP, ni messagerie, ni etc., etc. C'est comment on fait pour travailler. Alors, le chirurgien, il s'opérait. Normalement, le chirurgien, il finit le patient, il referme, hein, donc il ne faut pas vous rassurer. La radio, on doit y arriver parce qu'on peut séparer les systèmes et on doit y arriver. La biologie, oui. Alors après, c'est plein de sujets, effectivement, de process qu'il faut réinventer. Probablement, on aura à diminuer notre activité de type programmé. Enfin, voilà, c'est toute cette réflexion-là sur laquelle on est en cours de réflexion sur nos sujets. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qu'on doit prendre en compte. Ça fait partie des choses, des éléments qu'on met dans la balance quand on développe nos systèmes d'information. On a aussi l'information des patients. Là, j'ai fait une fausse campagne de phishing auprès de mes 4000 dirigeants ou chefs de service et autres. Je n'ai pas encore les résultats, je ne vous dirai pas. La dernière était assez intéressante. Puis, je n'ai vraiment pas les résultats. Donc, dire. Je sais que moi, je n'ai pas cliqué, mais j'étais au courant, j'étais le seul. Mais voilà, donc on est quand même dans un système où on fait de la prévention. On sait que c'est insuffisant. Je parlais tout à l'heure du biomède. On sait qu'il y a les portes d'entrée. Si on prend Capio, par exemple, qui s'est fait attaquer, ce n'est pas une porte d'entrée biomède. Si on prend là-dessus, moi je l'ai eu il n'y a pas longtemps dans un de mes hôpitaux où il y a un technicien qui va travailler sur des automates de biologie et qui met avec sa clé USB qui nous transporte. Là, ça ne sera pas dans le cloud. Hein. J'ai essayé de les mettre même dans mes data centers. Et vous voyez, bouger les serveurs de 200 mètres, c'est un drame. Alors, les mettre aux États-Unis ou en France, ça, c'est pas possible ailleurs. Hein. Oui, c'est un drame, un drame pour les biologistes. Et en plus, c'était du Windows XP. Pourquoi c'est du Windows XP ? Parce que c'est des automates qu'on a achetés il y a 20 ans. Si vous changez et on est obligé de changer l'automate, ça vaut 100 000 €. Donc, vous voyez, pour changer un PC, c'est 100 000 €, donc ça fait cher. Donc, après, on le fait, on en a de moins en moins. Je crois en voir encore une petite centaine de postes à la PHP un peu fragile. Et j'ai encore la moitié de mon parc en Windows 7, pour tout vous dire. Et ça, c'est une question d'investissement, de notre capacité d'investissement, c'est notre capacité de faire. Et ça ne sera pas réglé par tous les systèmes que vous voulez. À un moment, on reste fragile dans un hôpital.
pour des raisons de moyens, pour des raisons d'éditeurs, pour des raisons de surface d'attaque, parce que dans mes 1000 applications, je n'ai pas mis la partie GTB, donc gestion technique du bâtiment. Tous les nouveaux bâtiments sont maintenant gérés, les ascenseurs sont gérés par informatique, les caméras de surveillance sont gérées par informatique, l'électricité est gérée par informatique sur notre réseau, etc. Et donc on commence à avoir des surfaces d'attaque complètement démentes et avec des moyens qui sont faibles. Et donc on a ce sujet-là. Le plan de cybersécurité, on n'a pas vu un euro dans nos hôpitaux. Je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, entre la déclaration du président de la République et nos hôpitaux, il y a un truc qui s'est passé. Donc on ne l'a pas vu. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu des badges tous cybervigilants que c'est ça une politique. Et on n'a pas de politique autour de ça. On a des alertes, on a le CERS qui est une bonne chose, on a un certain nombre de processus, on a l'aide de l'ANSSI, une vraie politique autour du cyber. Pour le moment, j'en ai pas. Donc on le construit dans nos hôpitaux et on avance comme ça. Merci beaucoup. Et sur ce dernier point, le message est passé. Si quelqu'un sait où sont les fonds qui nous contactent, il n'y a pas de souci, on passera le message. Voilà. Non, c'est intéressant ce que vous dites parce que alors, nous, Cyber Peace Institute, on a fait l'évaluation de la menace. Bon, c'était pas qu'au niveau français, c'était au niveau global. Ce que vous dites sur les vulnérabilités, c'est très vrai. La majorité des attaques qui sont des attaques à succès sont liées à des vulnérabilités qui ne sont pas patchées, sont liées à des trous dans les systèmes. Vraiment un applicatif qui est très compliqué à gérer et très peu de ressources dans les hôpitaux pour pouvoir le gérer. Donc c'est toujours un problème de ressources. C'est pas qu'en France, c'est partout. La problématique de risque, quelques exemples. On a pu évaluer que, alors ça c'est des études, c'est de la recherche académique. Je pourrais envoyer les informations, contactez-nous. Sur le fait que si un établissement de santé est attaqué, donc attaque type ransomware, on ne peut pas accéder aux soins. Vous essayez de vous faire soigner dans le même établissement 6 mois après, 1 an après. En fait, vous arrivez avec une pathologie type arrêt cardiaque, quelque chose de grave. Vous avez plus de chances de mourir dans cet hôpital qu'avant l'attaque. Parce que la façon dont les process sont remis en place, la friction que cela crée, les problématiques de personnel font que votre prise en charge est plus longue. Ça, c'est documenté par le chiffre. Voilà. Je trouve que la bonne nouvelle que vous dites, j'en tire une conséquence, c'est que ça sert à quelque chose aussi l'information, puisque quand il n'y en a plus, ou il y en a moins, ça sert moins. Oui. Exactement. Mais alors, l'Allemagne, c'est faux, hein, c'est une fake news. L'Allemande, là, qui est morte, c'est une fake news. Et quand vous regardez, ça a été juste publié par un journal local, régional, et après repris par les dépêches, mais ça a été republié derrière, et elle n'est pas morte du tout. Enfin, elle est morte, mais pour d'autres choses, quoi. C'est pas un problème elle est morte. Quoi. Non, c'était pas une question de ransomware. Elle est morte parce qu'elle devait mourir. À un moment, les gens meurent parce qu'ils sont malades et parce qu'ils ont des accidents, parce que voilà. Mais il n'y avait pas du tout. Il n'y a rien à voir. Il y a eu une concomitance des temps, mais pas une causalité. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Il y a des conséquences sur les prises en charge. Je dis qu'on a débriefé avec nos collègues de DAF, moi j'ai débriefé avec Rouen, avec Capio, etc. Il y a des conséquences, des retards de prise en charge, clairement. Et, voilà, c'est parce que, on le voit bien, le fait d'accéder à l'information pour un médecin. Alors, ce n'est pas l'histoire de l'arrêt cardiaque, celui qui ne parle plus, on n'en a pas tous les jours, quelqu'un qui arrive en arrêt cardiaque qui ne parle pas, hein, mais il faut aussi modérer un peu les choses. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aux urgences, qui parlent, qui disent, qui donnent leur truc. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide quand vous avez accès au dossier patient. Alors, ça veut dire qu'on revient juste 10 ans en arrière, quand il n'y avait pas d'informatique, quand le dossier était enfermé dans le bureau de la surveillante. Donc, on revient 10 ans en arrière, donc on régresse. C'est pas impossible de prendre en charge, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus difficile. Et dans les difficultés qu'on a actuellement, par exemple dans nos urgences, on n'a plus assez d'infirmiers, plus assez de médecins, c'est-à-dire que ça fait monter un peu le stress et les difficultés de prise en charge. Donc on est d'accord là-dessus, il faut relativiser, parce qu'à un moment, je trouve qu'on met très en avant cela, mais si c'était vraiment, enfin si on a vraiment cette réalité, je dirais mais pourquoi on n'investit pas plus, quoi, à un moment. Encore une fois, moi mon sujet, c'est moins de l'investissement, c'est du budget de fonctionnement, c'est de dire est-ce que j'ai les moyens de mettre à jour tous mes systèmes. Et je n'ai pas les moyens d'aller dans le cloud, malgré ça a baissé 111 fois. Alors j'ai un problème de CAPEX, OPEX, hein, c'est-à-dire que budget d'investissement, budget de fonctionnement, c'est séparé dans les hôpitaux, donc, comme toute administration, établissement public. Et donc vous ne transformez pas du CAPEX en OPEX. Vous n'êtes pas dans une entreprise, donc on a un vrai sujet de transformation dans le sas. Donc ça fait partie de... Hein, je ne sais pas comment ils font. Hein.
Vous avez un budget d'investissement, un budget de fonctionnement. Votre budget de fonctionnement, il est très contraint parce qu'on vous demande de baisser votre budget de fonctionnement. Et quand vous avez du CAPEX, vous achetez vos serveurs tous les 5 ans avec une garantie de 5 ans, transformer en OPEX, c'est extrêmement... Dans la mécanique budgétaire, ce n'est pas une question de rentabilité financière, c'est une question de mécanique budgétaire. C'est très compliqué à expliquer dans une tutelle. Mais voilà, c'est tous ces systèmes-là sur lesquels on est... il faut qu'on évolue. Encore une fois, ça fait partie des évolutions qu'on a bien devant nous. Moi, j'explique ça à mon directeur financier qu'il est important d'évoluer, donc on est d'accord. Oui, aller dans le cloud, il faut régler nos petits sujets en amont. Oui, aller dans le cloud, oui, on en a besoin, oui, c'est utile. Je suis sur le fond, on est entièrement d'accord. Le comment n'est pas simple. Et dans le comment, on essaie de paralléliser les discussions avec nos éditeurs. Moi, je suis assez frappé que les éditeurs n'aillent pas beaucoup dans le cloud, ne se cloudifient pas. Et j'ai très peu d'éditeurs qui commencent à y discuter. Il y a quand même des sujets de plateforme parce qu'il y a beaucoup d'interfaces avec des latences très courtes. Et quand vous avez une partie chez Amazon, une autre partie chez Google, une partie chez Azure, puis l'autre qui est hébergé dans un SaaS quelconque, vous n'allez pas y arriver non plus. Donc il y a un petit sujet c'est pas que des API, à un moment, quand le médecin il a le patient devant lui, il ne va pas attendre 10 secondes que tout ça se cause. Donc il va falloir un petit peu travailler quand même tous ces sujets. Donc il y a des vrais sujets de débat technique sur lesquels on doit travailler. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on mette sur la table. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant, et vous en parliez tout à l'heure, c'est de se dire, si on veut avoir des politiques publiques qui sont ambitieuses, on va avoir vraiment une capacité financière pour arriver à un certain résultat, c'est aussi avoir une certaine clarté sur l'état des lieux. C'est pas pour faire de la sensation, mais nous on a une plateforme qui référence de façon indépendante ces informations que nous récupérons, que nous évaluons. On peut vous dire que voilà, depuis milieu de 2020, vous êtes à une attaque toutes les 4 jours, une attaque qui est là pour détruire les systèmes et les arrêter, et qu'en moyenne, les gens n'ont pas accès aux soins pendant 20 jours dans ces attaques. Voilà, ça c'est une réalité. Ça, je parle au niveau global. Pourquoi Non, mais juste pour terminer. Pourquoi est-ce que ces chiffres, nous pensons, ils sont importants? C'est parce que lorsque l'on va voir les gouvernements, lorsqu'ils négocient les normes et les lois dans le cyberespace, c'est pour essayer de faire avancer justement la position de l'hospitalier dans ces normes et dans ces lois, ce qui normalement, bon an, doit avoir un peu plus de priorité en ce qui concerne les budgets et les capacités. Je veux donner 2 chiffres. Le budget moyen hospitalier en France, budget IT hospitalier, si on rapporte au budget général, il est de 1,9%. Et c'est y compris dans les CHU. Moi, je suis à 2,3, donc je suis riche. Aux États-Unis, c'est 4,7. Mon collègue de la Mayo, c'est 8. J'ai eu un appel d'un DSI de Suisse, je ne dirais pas quelle ville, et lui qui était à 2,7, 2,8, il m'a appelé parce qu'il avait vu mon budget d'investissement sur les 5 prochaines années, là. Et il me dit, est-ce que je peux utiliser tes chiffres pour aller voir mon directeur pour augmenter mon budget? Alors je lui ai dit, je suis à 2,2. Elle m'a dit, ah ben non, finalement, je n'ai pas utilisé tes chiffres. Voilà, on sait qu'on est dans une insuffisance et que c'est en augmentant les budgets, c'est pas qu'on va donner plus à nos fournisseurs, c'est qu'à un moment, il faut qu'on investisse parce qu'on n'arrivera pas, et en budget de fonctionnement, je ne parle pas d'investissement parce qu'on peut parler d'investissement, mais moi, je sais, j'ai 65 000 postes chez moi, je n'ai pas la capacité de les renouveler tous les 5 ans. Je comprends. Donc je suis en retard. Donc si je n'ai pas l'investissement et le fonctionnement, parce que je sais que je vais basculer sur le cloud, je sais que je vais y arriver, donc ça veut dire que je vais avoir une discussion avec mon directeur financier qui va être compliquée et difficile pour vous dire je vais augmenter de 10% mes dépenses de fonctionnement par annuel parce que j'ai basculé une partie de mon invest en fonctionnement. Et que si je ne fais pas ça, effectivement, je prends du retard, j'ai une difficulté, etc. Et je ne sais pas comment je vais mener la discussion. Pour le moment, je n'ai pas les clés de mener cette discussion-là. Donc c'est tout un travail de pédagogique, et vous en faites partie. Je le prends moins sur les risques, je le donne aussi sur la capacité, sur la compétence, sur la capacité aussi de maintenir cette activité, l'importance que prend le IT, l'importance dans le métier, dans les services. On prend aussi un peu plus positif, mais on partage l'intérêt. Et sur ces points, je voudrais ouvrir pour des questions de l'audience, mais vous laissez l'espace pour répondre. Ça, éditeur, cloud, beaucoup a été évoqué, je vous en prie. En fait, ce qui me frappe, c'est la question OPEX, CAPEX, dont j'entends souvent parler. Alors, on le voit moins dans la fonction publique d'État parce qu'il y a une fongibilité des titres 3, titre 5, si ma mémoire est bonne. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les établissements hospitaliers, ni même dans les collectivités locales. Mais en fait, on devrait appeler un peu plus de cohérence.
On ne peut pas avoir une politique, une stratégie cloud de l'État qui ne puisse pas s'appliquer également à l'ensemble du système hospitalier ou du système éducatif ou des collectivités locales, sans l'accompagner d'un système budgétaire qui ne soit pas pénalisant. On ne peut pas dire à tout le monde faites du cloud, mais ne faites pas de budget de fonctionnement. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que de toute façon, il y a eu également ça a été légiféré pour les collectivités locales en France. Vous avez le fonds de compensation de la TVA qui a rendu éligibles des dépenses, les dépenses SIAS, EPAS, pas SAS, et donc qui permet aux collectivités d'avoir un accès plus facilité au cloud computing. Ce n'est pas encore le cas sur les établissements hospitaliers, mais je pense que le ministère devrait s'emparer peut-être de ce sujet-là avec la direction du budget. Peut-être 2-3 points par rapport à ce qui a été dit. Vous avez raison. À un moment donné, tout va tomber. C'est le risque. Et c'est ce que dit en fait Werner Vogels. Je ne sais pas si vous connaissez notre CTO. Il dit Everything fails all the time. Il y a un risque. Et ce risque, on essaye tous au quotidien de l'annihiler à travers un sujet qui m'est cher, qui est celui de l'automatisation. Il n'y a guère que l'automatisation qui pourra permettre de gagner en vélocité, en rapidité pour contrer des attaques ou alors pour remonter des systèmes d'information. Aujourd'hui, de nombreux clients viennent nous voir pour des PRA. Bien évidemment, en se disant je peux faire tourner mon système d'information en shadow chez AWS et le remonter demain. Pas sans peine, bien évidemment, il y a beaucoup de boulot derrière, mais je peux redémarrer. C'est amusant le sujet de la souveraineté que vous évoquiez. J'aurais plaisir à poursuivre ce sujet parce que sinon il va nous embarquer beaucoup trop long pour cette session. Mais aujourd'hui, la souveraineté pour certains pays, et notamment des pays en Europe centrale, qui sont plus exposés à la crise ukrainienne, pas à la crise, à la guerre en Ukraine, et qui se disent que ça pourrait aussi les impacter prochainement, sont des pays aussi qui viennent voir des acteurs tels que AWS en disant est-ce qu'on peut backuper nos données chez vous parce que c'est leur notion de la souveraineté, elle est là. Elle est aussi de se dire je prends mon assurance de pouvoir redémarrer si j'en ai besoin. Donc cette notion de souveraineté, en fait, elle peut avoir des prismes différents, mais encore une fois, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler ensemble. Et enfin, dernier point, pour nous, la sécurité, c'est aussi mettre à disposition des mécanismes qui soient les moins onéreux possibles. En cliquant sur un bouton, simplement, on va chiffrer l'intégralité de ces données sur un niveau AES 256, quasiment aucun coût. Et ça, peu importe la donnée. Bien évidemment, il y a une classification de la donnée, bien évidemment, il y a des niveaux de sensibilité différents qui rendent une éligibilité au cloud computing, à l'externalisation ou pas de ces données en fonction de sa nature et en fonction de l'application qui est attachée. Mais un des points essentiels pour nous, c'est de mettre à disposition des mécanismes de sécurité qui soient les plus abordables possibles. Donc, on recommande à l'ensemble de nos clients de chiffrer leurs données quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Donc, nombre de points. J'espère que ça motive des questions, des interrogations, des commentaires. Je vois déjà une main qui se lève. Jeune homme, monsieur, je vous en prie. Je crois qu'on va vous passer un micro parce que sinon l'audience ne pourra pas entendre votre question. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour le micro. Il va venir, il n'est pas revenu. J'arrive. Bougez pas. Oui, bonjour, merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi, j'avais une question d'ordre un peu plus général. Vous avez parlé de l'innovation et de la sécurité. Vous avez parlé aussi de l'augmentation de la surface d'attaque avec des nouveaux besoins comme la téléconsultation ou encore des entreprises comme Tessan qui proposent des nouvelles solutions. Donc, un nouveau besoin, des risques existants et des risques qui vont apparaître. Est-ce que vous avez le sentiment que, de manière générale, il y a eu une prise de conscience de ces enjeux dans le secteur? Est-ce qu'elle a lieu en ce moment? Est-ce qu'elle a eu lieu? Ou est-ce qu'on l'attend encore Merci beaucoup.
Oui, clairement. Enfin, on se réunit régulièrement à la conférence des DSI de CHU. Tous mes collègues de CHU et mes collègues hospitaliers, voilà. Après, on vit dans un monde dangereux, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais encore une fois, si vous n'avez pas les moyens derrière, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes à 1,5 de votre budget, comme un de mes collègues de CHU, il fait quoi? Il renouvelle ses postes. Et voilà, et vous essayez de... Soit vous ne développez pas beaucoup pas beaucoup de systèmes d'information, et donc là vous modérez vos risques parce que vous modérez votre périmètre, soit vous n'y arrivez pas, et vous le savez que vous n'y arrivez pas. Donc, parce que vos médecins ont besoin d'applications, parce que vous mettez de l'IA dans votre système d'information de radiologie, parce que vous avez des automates de biologie qui marchent avec du numérique. Voilà, c'est pas vous qui allez... les biologistes ne vont pas faire à la main, donc c'est des automates, etc. Donc non, on a un sujet actuellement de... oui, on le sait, oui, on nous raconte, effectivement, et on se connaît suffisamment pour bien connaître les risques et d'avoir des débriefs. Alors c'est compliqué des fois d'avoir des débriefs, parce qu'on a une autorité qui a du mal à faire du partage. À favoriser le partage, mais oui, enfin voilà, on se connaît suffisamment pour le faire. Oui, oui, une fois qu'on a compris ça, il y a effectivement un travail politique, un travail de persuasion, gouvernement, mais aussi de nos dirigeants et directeurs d'hôpitaux. Il y a des choix à faire, qui sont pas simples actuellement. Encore une fois, je n'ai pas dit que les choix sont simples. Est-ce qu'on achète un scanner? Est-ce qu'on renouvelle tous les postes de travail? On les met en Windows dernière génération? Ou est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça les choix qu'à un moment on porte. Donc c'est vraiment, on est souvent en arbitrage au niveau du DG, oui. Et ça dépend de la vision du directeur général qu'on a, qui sait investir ou pas. Pourquoi je suis à 2,2, 2,3? Parce que j'ai un directeur général qui a fait des choix. Voilà. Donc c'est aussi ce positionnement-là, celui qui... c'est le collègue DSI qui a un directeur qui a 1,5, il a fait un autre choix. Et donc vous ne pouvez pas avoir, et souvent avec les mêmes exigences d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est ça qu'on doit ramener actuellement. Et oui, on est dans une difficulté. Oui, on est dans une capacité à... Il faut qu'on monte nos niveaux là-dessus. C'est pas simple parce qu'il faut aussi des équipes. Et on a un sujet de compétences actuellement. La fonction publique ne paye pas. Donc c'est un vrai sujet. Alors il y a des sujets de recrutement même dans les boîtes qui payent plus, mais vous voyez, quand je suis en compétition avec mon collègue de la Société Générale ou du LVMH, des fois c'est dur en termes de salaire, donc je fais venir les gens sur autre chose, les valeurs, les machins, etc., l'intérêt du travail. Voilà, on essaie de faire venir et d'avoir quand même des salaires à peu près équilibrés. Mais c'est tout ça qu'il faut qu'on retravaille. Donc les compétences, la ressource humaine est un enjeu pour nous extrêmement important et qui s'est aggravé depuis 2021. On a un vrai sujet actuellement de compétences. Ce qui ressort de nombre d'études sur cette problématique, sur les ressources humaines, c'est vraiment central. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, un volet optimiste, parce que j'ai trouvé qu'en fait, on a dit des trucs qui sont assez angoissants finalement dans l'histoire, alors qu'il y a plein de choses très, très positives. Déjà, d'une part, je pense qu'il y a une prise de conscience, oui. Est-ce qu'elle se matérialise partout de la même manière? La réponse est sans doute pas encore. Mais dans le même temps, on a vécu et on est passé à travers une pandémie et on a vécu quelque chose d'unique, et avec un système de santé, un système hospitalier qui a été remarquable. On a eu la chance d'accompagner la PHP à travers un de nos partenaires qui était au Petit Soin sur le portail au Petit Soin avec le partenaire Apital. On a mis en place ce portail, ce bouquet de services à destination de l'ensemble du personnel de santé de la PHP pour qu'ils puissent se consacrer sur les patients et non pas et les soigner plutôt que sur leurs tâches ménagères. Et ça, on l'a fait en quelques jours. Quand on accompagne l'IGR à entraîner des algorithmes sur nos infrastructures et à utiliser l'IAML pour repérer plus rapidement des cellules cancéreuses et sauver davantage de vies, c'est extrêmement gratifiant. C'est aussi ça qui fait rêver les gens que vous réussissez à attirer, même s'ils sont peut-être moins bien payés dans le secteur hospitalier qu'ailleurs. Lorsque un projet, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Ceratus, ça vous parle ou pas? Un projet en Colombie-Britannique
pour 20 000 euros. Un budget énorme au regard sans doute des budgets hospitaliers. Et en moins de 8 semaines, en fait, on a réussi, côté de notre partenaire, à découvrir 132 000 nouveaux virus ARN. Il en existait jusqu'alors à peu près 15 000 répertoriés. Et donc, c'est comme ça qu'on prévient la pandémie. C'est pour ça que l'innovation, finalement, aujourd'hui, elle est en route dans le système de la santé, avec le cloud aussi. Mais il y a quelque chose de très positif là-dedans, et ça prend de plus en plus en compte la question de la sécurité, bien évidemment. Oui, si je peux ajouter quelques mots. Alors sur un des sujets qu'on a évoqué tout à l'heure, que l'on porte sur le Ségur du numérique. Donc là, on essaie de travailler sur la deuxième vague, sur la deuxième partie du périmètre. On a mis au début sur la table un nombre de sujets assez important, donc c'est clair qu'il va falloir choisir. Et aujourd'hui, un des sujets qui fait consensus entre tous les acteurs, dont les éditeurs, c'est la partie cybersécurité qui sera impactée. Alors après, comment ça va se traduire, quel est le niveau d'exigence, qu'est-ce qu'on va mettre, et ainsi de suite, ça reste effectivement tout un challenge. Mais aujourd'hui, ce qui ne fait plus du tout débat, c'est le fait qu'il va falloir investir et qu'il y aura une grosse partie de l'investissement qui de toute façon doit être portée par la cyber. C'est-à-dire que c'est quand même un message fort par rapport à d'autres sujets où il y a de fortes attentes sur la coordination entre PS vis-à-vis du patient. L'ensemble des acteurs, aujourd'hui, le sujet qui rentre de toute façon, c'est la partie cyber. Donc, pour donner une note positive sur le fait que il y a plein de sujets qui sont en balance et celui-là, il est indiscutable. Après, on va peut-être discuter un peu la forme, le volume, l'ampleur, mais en tout cas, celui qui aujourd'hui, et malgré ce que l'on est en train de demander aux éditeurs, ne fait pas débat, c'est la partie cyber. Je peux donner un petit élément sur la prise de conscience. Est-ce qu'après, le rythme de ce que l'on met est suffisant? Est-ce qu'on va plus vite que n'avance la menace? Est-ce qu'on n'est pas en train d'écoper avec une petite cuillère? Ça, c'est notre débat par rapport au sujet des volumes de ressources et de l'investissement qu'on met. Mais en tout cas, la prise de conscience, la nécessité d'investir pour l'ensemble des acteurs est bien présente. Alors, ma vision optimiste, parce qu'il faut toujours en avoir une petite vision, c'est... Alors, j'étais aux États-Unis il y a 3-4 semaines, on a été bien meilleur que les Américains sur les systèmes d'information sur le Covid. Il n'y a aucun débat. C'est la première crise pilotée par les systèmes d'information. Les décisions du gouvernement se font sur 4 systèmes d'information qui ont été créés au moment du Covid. Pourquoi vous enlevez vos masques à partir de lundi? Parce qu'on a le nombre d'hospitalisations, le nombre de malades en réa, le nombre de cas tous les jours qui a diminué. Alors, il y a aussi quelques raisons politiques, mais il y a aussi les chiffres que vous avez. Vous avez tous fait un test à un moment. Vous avez tous reçu un document, il y a marqué APHP, vous voyez, ce truc qui s'appelle CIDEP. En fait, il y a 4 systèmes d'information quand vous regardez le résumé. Il y en a un qui a été fait par l'Agence numérique de santé, qu'on a un peu détourné, qui s'appelle Civic, qui était le système d'information qui nous permet de gérer les attentats, les crises, etc. Et c'est ce qui donne le chiffre d'hospitalisation de malades en réa. C'est un système déclaratif, mais tous les hôpitaux, à chaque fois qu'il y a un malade en réa, ils remplissent tous les jours un petit document, enfin hospitalisation pour Covid. Ils remplissent, en ligne, pas un document, en ligne, le nombre d'hospitalisations, etc. Civic, qui a explosé, dans lequel on a même modifié la législation en cours au moment de la crise, avec une montée en charge extrêmement rapide, quelques difficultés de temps en temps, mais ça s'est plutôt bien passé. On m'a demandé le 4 avril 2020, j'ai eu un appel de quelqu'un qui est à la DNS, Raphaël Beaufray, et qui me dit, voilà, qui est un ancien de chez moi, qui est un de mes anciens collaborateurs, et qui me dit, écoute, il faut qu'on travaille sur les tests PCR. Là, on a un projet de relier tous les 4400 laboratoires pour remonter tous les tests. Et moi, j'étais en train de travailler avec, puisqu'on avait monté un laboratoire spécifique à la PHP, à Brousset, on avait monté un système d'information ad hoc. Mes collègues des au-dessus, des 19 au-dessus, qui avaient ce même type d'appareil, appareil chinois, et ils m'ont demandé de les aider, donc on l'a fait, et j'ai fait le système d'information national. Décision le 4 avril, ouverture le 11 mai. C'est de l'agilité, ça, quand même. 4400 laboratoires, fait 5 semaines, 150 personnes, 14-15 heures de boulot par jour, 7 jours sur 7. Donc, on a monté une équipe avec Raphaël. Les éditeurs se sont beaucoup impliqués, les prestataires, etc. Ça, mon collègue du Texas, lui, il a ouvert son système décembre 2020. Nous, le 11 mai. Alors, ça a été le 13 mai. Non pas qu'on avait 2 jours de retard. Bon, ça nous a un peu aidé. C'est parce que le Conseil constitutionnel, le week-end du 10 mai,
n'a pas rendu sa décision. Donc le temps qu'il l'a rendu le 12 mai dans la journée, le temps qu'ils écrivent le décret, c'est sorti le 13 mai. Et on n'avait pas le droit d'ouvrir avant que le décret l'autorisant SIDEP soit publié. Donc c'est dû être publié le 12 dans la nuit ou le 13 au matin. Donc ça, c'est le deuxième système d'information. Troisième système d'information, c'est pour la vaccination. Donc ça, c'est l'assurance maladie. Donc vous voyez, on s'est partagé un peu les choses. L'assurance maladie a créé un système d'information qui permet à tout le monde de savoir si vous êtes vacciné, de vaccin, etc., de monter les centres de vaccination. Super. Quatrième, alors il a été très critiqué au début, c'est tous anti-Covid, maintenant qui s'appelle TAC, tous anti-Covid. Vous voyez, c'était pour le dépistage, machin. Vous regardez, vous mettez votre QR code pour aller quelques mois pour aller au resto, etc. Vous aviez ça. Et SIDEP, nous, on voit tous les jours, enfin, vous voyez, que dès que vous avez un test, ça remonte vers tous anti-Covid. Et vous avez votre certificat, votre QR code, pareil pour la vaccination. Vous avez vos QR codes qui arrivent pratiquement instantanément. Un SIDEP, globalement, vous avez vos résultats entre le test antigénique pharmacie et le fait d'avoir votre résultat, on est entre 5 et 15 minutes. Mois de décembre, on a fait 1,5 million, 1,6 million de tests par jour. 4 avril, le cahier des charges, c'était 250 000 tests par semaine. Donc, on n'était pas dans le cloud. Les éditeurs étaient incapables d'ailleurs. Mais une montée en charge extrêmement forte, c'était au cours de l'été 2020, puisque le gouvernement a rendu les tests gratuits. Donc, on sait faire ce genre de choses. En France, on a su mobiliser énormément de choses, probablement de manière un peu extraordinaire. Hein. J'ai vu au Texas, mais j'ai vu aussi l'État de New York ou d'autres. On a monté des systèmes qui n'ont pas d'équivalent, ni en Allemagne, mais on prend l'Europe. Hein. L'Angleterre, ils étaient remontés tableur Excel. Hein. Alors ça marche bien Excel, mais ils ont dépassé à un moment le quota d'Excel. Je ne sais plus si c'est 1 million de lignes ou 1 million de machins. Au moment, tout s'est tombé, parce que bon... Voilà, donc on sait monter des systèmes performants, agiles, avec une très forte mobilisation, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, DGS, DNS, établissements, etc., CNAM, et on a su faire ce genre de choses. Donc ça, oui, c'est des choses, c'est-à-dire qu'on est capable de faire très rapidement des systèmes résilients, performants, qui est un peu unique. Et ça fait partie des sujets sur lesquels on a envie, nous, de prospérer là-dessus, pour dire... OK, si on se met tout sur de la table, on met les moyens. Hein, c'est la première fois que le gouvernement m'a dit c'est open bar sur l'argent. C'est pratique. Bon, on n'a pas abusé. Hein, voilà. Mais ça veut dire que derrière, vous avez un besoin, vous avez le budget. Vous devez investir, vous avez le budget. C'est ça, tout ce qu'on a pu faire, c'était ça. Et ça, finalement, vous dépensez moins d'argent au bout. Parce que globalement, vous avez pu investir au bon moment, les bonnes sommes, avec les bonnes compétences, et vous avancez très vite, et plutôt que se dire sur un projet qui dure 3 ans, dans lequel on a dépensé... voilà. Merci beaucoup. Autre question, conscient du temps aussi, 7 minutes dans cette discussion. Commentaire? Non. Alors je vous demanderai le mot de la fin, chacun d'entre vous, et... Je vous en prie. On va reprendre l'ordre initial. Pas grand-chose à ajouter, hein, tout ce qui a été fait sur ce panel, tant sur l'ambition, et je pense que c'est un secteur qui effectivement foisonne d'envie, de numérique, de parcours patient, de coordination, qui s'est heurté effectivement, comme tout le monde, à la réalité de la menace cyber et de ses impacts. Impacts qui sont aussi, effectivement, on voit bien, hein, qui marquent aussi dans la presse, qui marquent aussi... au-delà de l'ampleur réelle peut-être du terrain, et qui a derrière ce fantasme effectivement sur la partie santé, et qui a bien pris le train en marche, hein, même si on a bien vu que il y a toujours cette question lancinante de est-ce qu'on va plus vite que la menace, est-ce qu'on rattrape du retard, ou est-ce qu'on continue à en accumuler avec tous les sujets de difficulté de ressources, de migration, malgré quand même une mobilisation que l'on peut trouver. Alors voilà, on va le résumer, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais quand même une mobilisation croissante de l'ensemble des acteurs. Merci. D'abord, on travaille pour nos patients, et ça, c'est pourquoi on sait pourquoi on est là. Moi, je rappelé tout à l'heure, j'étais médecin, j'ai encore une activité médicale, mais je sais pourquoi je travaille, et je mobilise mes équipes pour les patients. On est là pour ça, on est pour mieux les prendre en charge, et on se dit, voilà pourquoi on fait de l'informatique au sein de l'hôpital, des services. On est en train de changer de nom en système d'information en service numérique, c'est pour montrer, donner une image, de dire qu'on offre des services.
Et la dernière histoire sur l'histoire de cyber. Alors on dit par exemple un dossier patient, ça vaut 200 € sur le Darknet. Alors moi j'ai 12 millions. Alors j'ai essayé de discuter avec mes CAC en leur disant, allez, 200 €, il l'a dit le monsieur là, 200 €, 10 millions, est-ce que je peux mettre au bilan de la PHP 2 milliards? Il m'a dit non. Attendez, vous lisez pas les journaux sur la partie cyber, ça vaut 200 €, on nous le dit. Donc il y a un petit sujet de décalage, et j'ai pas réussi à convaincre mes CAC, je vais peut-être y arriver cette année, de rajouter un peu d'argent au bilan de la PHP, qui en a bien besoin, surtout en ce moment. Donc voilà, donc il y a, je pense que oui, c'est important, on investit, il faut continuer. On n'est pas assez supporté, je pense, là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à dire c'est une priorité, qu'on mobilise tout le monde. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de dire on doit prendre en charge les patients, on ne doit pas arrêter cette prise en charge informatique, ça ne doit pas être une gêne, c'est une aide, et il faut qu'on se mobilise autour de ça. Merci, je vous en prie. Moi, j'ai envie de vous dire, on est... Vous m'entendez? Oui. On est juste avant un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine qui s'appelle Santexpo. Je suis sûr que mes confrères passeront une tête là-bas. On y sera également avec nos experts santé, avec l'ensemble de nos partenaires. Et on sera très heureux d'accueillir toutes les personnes qui se posent des questions sur le cloud et savoir comment en tirer bénéfice, à la fois sur la partie sécurité, bien sûr, sur la partie coût, comment dégager des marges de manœuvre, et enfin sur la partie innovation, qui sera extrêmement riche avec plus d'une trentaine d'ateliers qui auront lieu à cette occasion sur notre stand. Merci beaucoup. J'espère que la discussion vous a plu, intéressé, que vous avez